Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis ici content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Rojour, le 17ème sur 24. Alors j'ai réussi à déterminer le numéro exact, le nombre exact d'épisodes qui restent, il y en aura 24 au total comme pour Eurotour, c'est un beau symbole. Mais donc le 17ème aujourd'hui qui est consacré au quart de finale de l'Euro, qui démarre dans quelques heures à peine, le premier c'est demain à 18h et ça se terminera le lendemain après-demain à 21h. Dans 2 jours, on aura l'identité de notre dernier carré, on connaîtra la composition de ce dernier carré, on aura l'identité des demi-finalistes, des 4 demi-finalistes. Alors en attendant, on est parti pour discuter de ces quarts de finale de manière plus ou moins exhaustive. Je vais essayer de vous donner toutes les clés de lecture de ces rencontres, ce que j'en attends, et bien sûr mon petit prono pour boucler. Alors on est parti avec Suisse-Espagne, demain 18h à Saint-Pétersbourg donc, un match super particulier je pense. D'un côté on a la Suisse qui sort, faut-il le rappeler, est-il nécessaire de le rappeler, la Suisse qui sort d'un des plus beaux exploits de son histoire, en atteignant enfin, en remportant enfin un tour à élimination directe de compétition internationale majeure, en le remportant contre la France, contre le voisin, au bout d'un scénario parfaitement rocambolesque, qu'on connaît bien, mais de l'autre côté l'Espagne elle aussi a vécu son lot d'émotions, elle aussi a vécu un huitième de finale un peu contrasté, un huitième de finale qu'elle doit gagner 2 fois, quasiment, une fois dans le temps réglementaire, où elle mène 3-1 jusqu'à 5 minutes du terme, mais elle aussi se fait rattraper à 3 partout et doit l'emporter finalement en prolongation. Voilà, le dénouement est plus heureux, mais c'est un match dont la lecture est par essence assez compliquée. J'avais trouvé l'entame très bonne, avec des Croates totalement neutralisés par le jeu de possession et le jeu de contrôle des Espagnols, mais un contrôle dont ils n'avaient pas eu à payer le coût usuel, c'est-à-dire le coût de la neutralité. C'était un jeu de contrôle, mais très non neutre, qui avait généré son volume d'occasion, qui était assez tranchant, notamment sur la largeur. Et puis, il y a ce but assez invraisemblable sur un contrôle raté d'Unai Simon qui rebat les cartes. Pendant le quart d'heure qui suit, la Croatie est totalement libérée, assez extraordinaire de constater l'impact psychologique et ensuite l'impact sur le terrain d'un but qui change tout. L'Espagne panique et on se dit qu'ils vont encore laisser un match leur échapper à cause de leur fébrilité dans les deux surfaces aussi, parce qu'ils n'avaient pas converti leur bonne situation. Mais voilà, juste avant la mi-temps, Sarabia les remet sur les bons rails, lui qui a d'ailleurs fait un très bon match dans la foulée de sa titularisation contre la Slovaquie quelques jours plus tôt, donc match réussi de Sarabia. Derrière ça déroule, de bonnes projections, Gvardiol qui vit un naufrage, qui est directement inculpé sur les 2 buts qui suivent, mais l'Espagne s'endort. Pour le coup c'est pas vraiment de la panique, c'est juste une partie de ce contrôle qui est cédé à son adversaire, et la Croatie en profite pour arracher la prolongation au bout du temps additionnel. Mais c'est une prolongation, de mon point de vue, qu'ils n'avaient pas vraiment les jambes pour jouer, qu'ils perdent sur cette superbe inspiration d'Alvaro Morata, un but qui a le double effet de donner à l'Espagne un avantage qu'elle ne lâchera plus, mais aussi d'injecter une dose de confiance, je pense, assez significative chez un joueur qui était en grande souffrance psychologique depuis quelques semaines. C'est une bonne chose à l'orée de ces quarts de finale, et c'est pas nécessairement ce que tu veux voir quand t'es supporter suisse, quand t'es supporter de la Nati. Donc voilà, personnellement, quand j'essaye de tirer les enseignements de cette partie, je vois une Espagne assez vulnérable sans ballon, mais quand même nettement moins que la France l'a été contre la Suisse. Je vois un entrejeu qui est toujours aussi capable de contrôle, mais de plus en plus tranchant aussi. Le retour de Busquets par rapport à Rodri fait beaucoup de bien. L'activité incroyable de Pedri qui a sorti 120 minutes de très très haut niveau. À 18 ans, je ne sais pas si on se rend compte de son activité qui est extraordinaire. Et tout ça, c'est dans une zone où la Suisse va devoir se passer d'un de ses MVP du match contre la France, puisque Granit Xhaka est suspendu d'ailleurs. Un petit point annexe là-dessus quand même, c'est totalement absurde de suspendre un joueur pour une accumulation de cartons jaunes sur un quart de finale d'Euro, surtout quand c'est 2 cartons jaunes sur les 4 premiers matchs. À la rigueur 3, pourquoi pas, mais franchement là je trouve ça un peu excessif. Voilà, en tout cas ça prive la Suisse d'un de ses joueurs majeurs, et en plus de ces éléments, les éléments qu'on a cités, je vois une Espagne qui a été doublement avertie quelque part. Après lundi soir, personne ne va sous-estimer la Suisse, ça c'est certain, et après lundi après-midi, aucun Espagnol ne va considérer le match gagné avant le coup de sifflet final. Ça les place dans une position qui me semble assez idéale pour aborder ce quart, et c'est beaucoup d'éléments qui me font pencher personnellement assez nettement en faveur de l'Espagne si je dois me positionner. J'ai vu tous leurs matchs et je dois dire que ça monte en puissance depuis au moins 2 rencontres. Ils ont toujours eu beaucoup de contrôle, ça c'est sûr, ils ont toujours eu un des meilleurs jeux de position du tournoi, ça on l'avait vu même dès la première partie contre la Suède, un très bon contre-pressing, un des meilleurs du tournoi également, on l'avait aussi vu sur cette partie où ils ne marquent pas et qui se termine à 0-0, qui est un peu soporifique, tellement ils ont réussi à imprimer de contrôle, mais il y avait 17 tirs à 4 il me semble, il y avait une énorme domination.
Ils ont ajouté à toutes ces choses-là le tranchant, l'efficacité offensive. Les situations sont désormais converties à un niveau de réalisme qui est plutôt convenable finalement. La conséquence, c'est 10 buts marqués sur leurs 2 derniers matchs, 5-0 contre la Slovaquie, 5-3 contre la Croatie. Donc je les vois battre la Suisse et je les vois le faire dans le temps réglementaire pour filer en demi. La cote elle est à 1,70. Alors dans la foulée ensuite, on a de la chance, quelques heures plus tard, on a Belgique-Italie, 21h à Munich, à l'Allianz Arena. C'est un remake d'un des plus beaux matchs de phase de groupe de l'Euro 2016, je pense qu'on peut le dire, la victoire 2-0 des Italiens au Parc OL, dans une rencontre où ils avaient été tactiquement impressionnants, où l'Italie de Conte avait profondément marqué les esprits. Je trouve que ce qui est intéressant avec ce petit rappel, c'est de voir à quel point le 11 de la Belgique n'a pas tellement changé. Il y avait déjà Courtois, il y avait déjà Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Hazard, Lukaku, alors qu'en face, et on comprend peut-être encore davantage le caractère impressionnant du succès italien, en face c'était individuellement beaucoup plus limité. L'Italie c'était une attaque à 2, Eder, Graziano, Pelé, c'était Darmian et Candreva en piston, Paolo Giaccherini dans l'entrejeu. Pas nécessairement surprenant qu'après le départ de Conte, cette équipe ne réussira pas à se qualifier à la Coupe du Monde 2018, alors qu'en face, la génération dorée belge, finie 3e de ce mondial, aurait même pu rêver d'encore un peu plus. Alors voilà, ça nous fait un contexte historique sympa pour évoquer cette rencontre. Maintenant sur le présent, on a aussi un vrai choc. D'un côté, la Belgique, numéro 1 au classement FIFA, 4 matchs, 4 victoires à l'Euro, dont un succès renversant en groupe contre le Danemark à Copenhague, dont ce 8e de finale remporté contre les tenants du titre portugais. De l'autre, une squadra azzurra qui, à mes yeux, une des formations les plus collectivement abouties du tournoi, qui reste sur 31 matchs consécutifs sans défaite, record de l'histoire italienne, et qui a encaissé il y a quelques jours contre l'Autriche son premier but en 1000 minutes de compétition, en un peu plus de 1000 minutes de compétition. Un vrai choc, sans aucun doute, le duel de ces quarts de finale, et il va être fascinant. Maintenant, il y a aussi du côté de ces deux formations, quelques zones d'ombre. Alors déjà pour l'Italie, on vient de l'évoquer, mais cette prestation en 8e contre l'Autriche, elle a fait naître quelques interrogations, avec une exacerbation des caractéristiques aperçues jusqu'alors, c'est-à-dire beaucoup de qualité dans la plupart des zones du terrain, un contre-pressing abouti, un jeu de position tranchant, tout ça très bien, mais aussi très pauvre dans le dernier tiers, à l'image de la faillite technique du trio de devant, Berardi, Insigne, Immobile, en très grande difficulté, en très petite forme. Et puis un autre point qu'on avait peut-être un peu moins observé, mais qui a vraiment sauté aux yeux, c'est autour de l'heure de jeu, une grosse panne physique, notamment dans l'entrejeu, particulièrement du côté de Verratti qui avait fait un très bon match pourtant, et du côté de Barella qui lui avait fait un match bien moins bon. Petite inquiétude, et quand l'entrejeu italien s'éteint, c'est toute la machine qui est en panne et qui rend l'âme. Alors heureusement l'entrée de Chiesa a changé beaucoup de choses, et je pense qu'on le verra titulaire contre les Belges, mais c'est une petite alerte, c'est un petit point sur lequel on peut mettre le doigt, cet entrejeu qui était à la base du succès italien, quand il est physiquement un petit peu bousculé, et il a été par des Autrichiens qui avaient un supplément d'énergie assez fou. On avait fait une comparaison Bundesliga Serie A notamment avec Sabitzer, Konrad Laimer, sur le côté droit Stefan Leiner, mais aussi Javier Schlager, des joueurs qui avaient vraiment un gros volume et qui avaient mis à mal les Italiens dans cette zone. C'est une alerte. Et du coup côté belge, je dirais qu'il y a moins de problèmes intrinsèques à leur performance, à leur victoire contre le Portugal. C'est un match dans lequel ils ont beaucoup souffert, c'est vrai, mais où ils ont montré aussi une vraie résilience dans la défense de leur surface, une dimension héroïque qui est souvent un attribut décisif, important dans les grandes compétitions internationales. Maintenant, le vrai souci pour eux, c'est que cette victoire, c'était un petit peu une victoire à la Pyrrhus, une victoire payée au prix fort. À l'heure où je m'enregistre, ni Kevin De Bruyne, ni Eden Hazard, sortis sur blessure contre le Portugal, n'ont participé à un entraînement collectif avec la Belgique, et j'ai de gros doutes sur leur présence, donc forcément c'est inquiétant. Quand on a vu à quoi les Belges ressemblaient avec et sans De Bruyne, on l'a vu sur le match contre le Danemark, son entrée sur la dernière demi-heure qui change tout, on l'a vu aussi une fois sa sortie contre le Portugal, on est obligé d'y lire une donnée majeure. Alors il y a 3 semaines, au moment du coup d'envoi de la compétition, quelques jours avant, je disais que la Belgique irait en quart de finale et sortirait contre l'Italie, rencontrerait son premier vrai choc, son premier vrai test du tournoi et serait peut-être pas tout à fait équipé pour. Alors c'est une réflexion qui a été un petit peu battue en brèche par le beau succès contre le Portugal. Là ça a été un vrai test, ça leur a permis de se confronter à un vrai morceau après une phase de groupe qui était censée être théoriquement sur le papier plus facile à négocier, et même ça on a vu contre le Danemark que c'était pas nécessairement le cas. Donc cette partie de la théorie s'est avérée fausse entre guillemets. Maintenant je pense que contre l'Italie en quart de finale, ils vont rencontrer une très belle formation qui a ses défauts, c'est pas impossible, mais je dirais que je continuerai quand même à aller dans mon sens initial, c'est-à-dire que je vois l'Italie passer, un peu moins étincelante que je l'imaginais à l'époque, en pré-tournoi. Alors il y a eu des phases, le tout début du tournoi a été très réussi, correspondait à mes attentes, ensuite un petit peu moins, notamment contre l'Autriche, mais
Ce sera suffisant de mon point de vue, ça peut être suffisant de mon point de vue pour battre une sélection privée de son meilleur joueur et d'un Eden Hazard qui revenait dans une forme intéressante aussi, je l'avais trouvé plutôt bon sur cette première heure contre le Portugal. Voilà. C'est pas ce que je souhaite, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, en l'absence de la France, j'aimerais bien voir la Belgique aller au bout, notamment pour que Kevin De Bruyne ait enfin son ballon d'or si possible, mais voilà, plein de raisons, malheureusement, j'imagine plutôt l'Italie remporter ce rapport de force, et je pars sur l'Italie, c'est à 2,45, avec quand même une astérisque assez significative, c'est que toute cette réflexion, elle s'articule autour du forfait de Kevin De Bruyne, et s'il revient à temps, si on a l'information dans les prochaines heures qu'il peut être rétabli dès le premier coup de sifflet, dès le coup d'envoi, pour moi ça change quasiment tout. Alors là, j'ai pas le luxe dans le cadre de cette vidéo d'attendre cette information, mais si j'étais vous, je me positionnerais plutôt au dernier moment. Si De Bruyne revient, pour moi ça inverse totalement la donne, et là je partirais plutôt sur la Belgique. Donc voilà pour Belgique-Italie. Ensuite, République tchèque-Danemark, c'est le lendemain, 18h à Bakou, République tchèque-Danemark. Le quart de finale que j'attends le plus, un des quarts de finale que j'attends le plus, bon, c'est pas très risqué de dire ça, il y en a que 4, mais voilà, très enthousiasmé par ce République tchèque-Danemark, parce qu'on a d'un côté, peut-être avec le Danemark, l'équipe la plus euphorisante de la compétition, qui joue avec une énergie folle, contagieuse, un super haut niveau d'intensité, mais aussi de qualité technique, c'est pas à sous-estimer. C'est sûrement sur ce tournoi, de mon point de vue, ce qui se rapproche le plus du football total, un collectif bien huilé en possession, tactiquement varié, fort sur le jeu intérieur, fort sur le jeu renversé, quelques superbes individualité, à l'image des matchs récents de Mikkel Damsgaard, de Joachim Meile, Pierre-Emile Højbjerg, Kasper Dolberg et Martin Braithwaite aussi. Et un collectif très agressif et bien rodé sans ballon également, c'est ça qui donne la dimension foot totale. Vraiment du pressing sur les zones hautes, un sens du sacrifice. Je pense que au-delà même du malaise cardiaque d'Eriksen, c'est devenu, pour sa qualité et pour le pur plaisir qu'elle nous procure à l'avoir joué, c'est devenu une des équipes favorites des sueurs de cette compétition, en tout cas c'est la mienne, d'assez loin j'ai envie de dire. Maintenant, le truc excitant, en plus, c'est qu'en face, la République tchèque, elle est pas loin de ce rang non plus. Un outsider joueur qui a vaincu les Pays-Bas en jouant, en 8ème grâce à une partie de grand maître, très réussie tactiquement, super bien organisée, avec la mise en place d'un marquage individuel, notamment sur les phases de relance, qui a totalement éteint les éléments créatifs hollandais, à l'image de Wijnaldum, qui termine avec 10 passes réussies en 90 minutes, 26 ballons touchés. Voilà, les éléments créatifs éteints, et non seulement ils ont réussi à verrouiller les zones hautes sur le terrain, mais ils ont très bien utilisé le ballon aussi, à l'image de Thomas Soles, qui fait un match énorme niveau pression, niveau agressivité, mais qui finit aussi avec un but, une passe, des projections constantes, bonne utilisation du ballon des Tchèques. C'est une belle équipe, un peu moins euphorisante et spectaculaire que le Danemark, mais tout le monde est moins euphorisant et spectaculaire que le Danemark, donc c'est normal. Je pense que la dimension qui ternit légèrement mon plaisir, c'est de voir ce match se jouer à Bakou. Alors au-delà de son stade piste d'athlétisme, ça signifie aussi la très grande difficulté des supporters pour s'y rendre. Entre la distance et la situation Covid de l'Azerbaïdjan, on ne devrait pas voir beaucoup de Tchèques ou de Danois, ce qui est quand même dommage, surtout quand on se souvient des très belles ambiances qu'on a eues au Parken à Copenhague. Voilà. Espérons que les acteurs soient quand même en capacité d'évoluer à leur meilleur niveau. Personnellement, dans ce rapport de force, je vois la victoire des Danois. J'ai beaucoup de mal à aller contre cette équipe en ayant vu leurs 4 matchs. Alors j'ai vu 3 des 4 rencontres de la République tchèque aussi, seulement raté leur défaite un petit peu anecdotique contre l'Angleterre. Attention, ils vont être un vrai test. C'est un très beau quart de finale, comme on l'a dit. Mais je pense que le Danemark sait faire trop de choses différentes pour se retrouver piégé de la même manière que les Pays-Bas l'ont été contre la République tchèque. Voilà, ils ont beaucoup de variétés, beaucoup d'armes différentes dans leur arsenal. Et je pars sur la qualif du Danemark, peut-être une prolongation, c'est pas inenvisageable, mais je pars sur la qualif du Danemark, c'est à 1,53. Et donc enfin on termine avec Ukraine-Angleterre, quelques heures plus tard, samedi 21h à Rome cette fois. L'Angleterre va pour la première fois de son tournoi quitter Londres, quitter Wembley, direction Rome, pour affronter l'Ukraine. S'ils l'emportent, ils retourneront à Londres, puisque les demi-finales et la finale se jouent à Wembley. Ils retourneront à Londres pour affronter le vainqueur de République tchèque-Danemark. À première vue, il semble y avoir une autoroute vers la finale pour les hommes de Southgate. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? Alors personnellement, j'ai vu dans le succès contre l'Allemagne des choses intéressantes pour un candidat au titre, principalement on va dire sa capacité à attaquer sans se désorganiser derrière, en concédant très peu d'occasions, même s'il y a, c'est vrai, ce 1 contre 1 raté par Thomas Müller et aussi une situation dangereuse pour Timo Werner au bout d'une belle passe de Kai Havertz, ça c'était en première mi-temps. Mais globalement l'Allemagne est réduite à 6 tirs, 0,55 XG pour une équipe qui s'en était produite 2,4 contre le Portugal. C'est une belle perf des Anglais. Et le deuxième truc intéressant, c'est aussi leur niveau de réalisme. Ils marquent 2 buts sur 5 tirs, ils ont pris leurs occasions, et en plus bouclent le match avec un but de Kane qui va peut-être le relancer psychologiquement au meilleur moment. C'est une bonne chose.
Maintenant, dans son ensemble, je dois aussi dire que la performance m'a pas non plus impressionné. Avant l'entrée de Jack Grealish, c'était assez pauvre dans le dernier tiers. À part quelques coups de pied arrêtés, pas grand chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Et en face, l'Ukraine contre la Suède m'a fait plutôt une bonne impression. Beaucoup de mouvements, de prise d'initiative avec ballon, un bon niveau d'agressivité et d'engagement aussi. Voilà, est-ce que ce sera suffisant pour réussir l'exploit de ces quarts de finale? Peut-être l'exploit tout court de l'Euro 2021, s'ils battent l'Angleterre là, une Angleterre que tout le monde voit filer en finale. Ce qui d'ailleurs me semble être une vision un peu tronquée de la réalité de la situation, attention à la République tchèque ou au Danemark en demi, mais ça c'est une autre chose. Voilà, est-ce que ce sera assez pour que l'Ukraine fasse la sensation ? Franchement, j'hésite. Je vois bien un scénario où l'Angleterre, après avoir fait grimper le niveau d'espoir, après avoir enfin réussi à battre l'Allemagne sur un tour à élimination directe d'Euro, enfin franchi ce fameux tour à élimination directe pour s'offrir son rêve, après avoir fait grimper le niveau d'intensité et d'attente des supporters au pays, je les vois bien s'écrouler à Rome sur le seul match qu'ils ne jouent pas à Londres. Ce serait tellement anglais comme déception. Quand je les vois aussi jouer, je vois pas une production et je vois pas un volume suffisant pour se dire que tu vas écraser ton adversaire. Alors peut-être qu'ils vont battre l'Ukraine 4-0 et totalement battre en brèche ces statistiques, mais la manière qu'ils ont de jouer, de procéder de manière très équilibrée, ça leur permet pas de générer un énorme volume d'occasions et finalement ils sont assez dépendants de leur efficacité dans les deux surfaces. Voilà, pour moi ça c'est un point d'alerte, un petit point d'alerte si on est anglais, et c'est un parti pris risqué. Alors, il y a 3 semaines quand on faisait la preview au sens large de l'Euro 2021, j'avais fait de l'Ukraine ma surprise du tournoi, et j'avais été un petit peu déçu de leur match contre l'Autriche en phase de groupe. Ils m'ont bien plus plu contre la Suède, ils sont revenus un petit peu à ce rang de surprise. En réalité, réussir à avoir un quart de finale sur cet Euro pour cette Ukraine, c'est déjà une très belle performance. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent faire encore plus ? Ce qui est sûr, c'est que ce sera une rencontre différente que contre la Suède, où ils ont joué une prolongation qui va être rude pour les organismes, où ils ont aussi arraché la victoire à 11 contre 10, c'est un facteur important. Mais à ce stade de la compétition, c'est pas rare qu'il y ait une surprise. En quart de finale de l'Euro, on peut s'attendre à au moins une surprise. Pourquoi pas ici ? Évidemment, il ne faut pas s'y engager de manière démesurée. Si on veut parier là-dessus, il ne faut pas mettre beaucoup. Mais je vais me mouiller un peu donc, et je vais mettre la qualification totalement rocambolesque de l'Ukraine à 4,98. Pas nécessairement leur victoire sur 90 minutes, même une victoire au penalty suffirait. Parce que j'ai un petit peu peur de cette Angleterre, même si j'aimerais bien voir l'Angleterre aller assez loin. Peut-être pas nécessairement s'ils jouent le Danemark. J'ai beaucoup de petits chouchous sur cette compétition, mais bref, tout ça pour dire que j'ai pas de parti pris fort contre l'Angleterre, vous le savez. Mais à Rome, sur cette rencontre où ils sortent de leur cocon Wembley, pourquoi pas, ce serait en tout cas niveau scénario assez extraordinaire, assez excitant, même si c'est pas ce que je souhaite pour les Anglais à nouveau, on va avoir l'impression que c'est vraiment le cas, mais non, je vous promets, j'aime bien l'Angleterre, peut-être un petit peu moins cette Angleterre de Southgate et ce qu'elle produit, mais dans l'absolu, une finale Belgique-Angleterre par exemple, serait pas pour me déplaire. Bref, tout ça pour dire, la qualif de l'Ukraine à 4,98, pour la partie pari donc, c'est pas un pari que je conseille forcément, le combiné total avec cette qualif ukrainienne, il est à 31,73, ce qui est démesuré. Le combiné avec la qualif de l'Angleterre, c'est 7,52, un petit peu plus raisonnable, mais à nouveau très peu réaliste. Sur les pronos des huitièmes de finale, on a fait 4 sur 8 au final, moins qu'attendu. On a réussi Belgique-Portugal, ça on l'avait bien senti, mais la France évidemment, entre autres, pas du tout. Voilà, en tout cas, si cette partie vous intéresse, si la partie Paris vous intéresse, que vous n'êtes pas inscrit sur BetClick et que vous avez l'envie de le faire depuis un moment, envisagez de le faire avec le code promo WILOU. Jusqu'à la fin de l'Euro, jusqu'à quelques jours encore, vous avez 200 € offerts avec le code promo WILOU, c'est leur offre spéciale pour l'Euro. Je vous mets toutes les informations qui expliquent ça en commentaire et en description, il y a un petit lien qui explique tout, mais avec ce code promo, vous débloquez les 200 € de bienvenue et ça m'offre aussi une belle commission à chaque utilisation. Ça m'aide toujours autant, ça m'a beaucoup aidé sur cet Euro et je vous en remercie à nouveau. Donc voilà en gros pour cette preview des quarts de finale, j'ai hâte qu'il se joue maintenant. Dites-moi ce que vous voyez comme affiche dans les commentaires, qui est-ce que vous voyez passer en demi, quelle finale aussi est-ce que vous imaginez, ça c'est quelque chose que je vous ai demandé sur Twitter, c'est assez intéressant, franchement il peut y avoir tellement de finales différentes, entre un Suisse-Ukraine, un Belgique-Angleterre, Italie-Danemark, voilà beaucoup de configurations assez excitantes. Vous me direz ce que vous voyez donc dans les commentaires, si la vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup, c'est toujours bienvenu. Et si vous voulez pas rater les analyses de ces quarts de finale, il reste donc 2 vidéos analyse quart de finale, 2 vidéos analyse des demi-finales, une vidéo analyse de la finale et une vidéo preview pour les demi et pour la finale, donc 7 épisodes d'Eurojour. On bouclera donc ce mois de compétition avec 24 vidéos. Et ça a été un plaisir de les faire, c'est pas fini, ça continue.
Merci pour tout, merci de votre soutien, on se retrouve très vite pour les prochaines. D'ici là, comme d'habitude, passez une très bonne journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et bon match. Bisous.